Je m'appelle Hazel Williams, j'ai 32 ans et je pensais avoir tout gagné. Des années de travail acharné m'ont permis de mener une brillante carrière d'analyste financière et de posséder un luxueux appartement en centre-ville dont je suis très fière. Ma sœur cadette, Brooke, a toujours été la préférée de nos parents malgré son passé d'irresponsabilité. Elle sait à quel point je suis stable maintenant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle attende que je sois endormie pour voler de l'argent. Avant de vous raconter le cauchemar qui s'est produit cette nuit-là, dites-moi où vous regardez cette histoire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour entendre d'autres histoires de trahison familiale et comment j'ai obtenu justice. J'ai grandi dans un quartier bourgeois de Boston, chez Eleanor et Thomas Williams, qui travaillaient dur pour subvenir à nos besoins, ma sœur et moi. Dès mon plus jeune âge, la discrimination était manifeste à la maison. Brooke, de 3 ans ma cadette, se servait toujours de ses yeux bleus et de son rire charmeur pour se tirer d'affaire. Lorsqu'elle a brisé la fenêtre d'un voisin avec un ballon à 7 ans, ses parents ont parlé d'accident et ont loué ses qualités athlétiques. Lorsque Brooke a échoué en mathématiques en CM2, ils ont reproché à ses professeurs de ne pas comprendre son imagination créatrice. De mon côté, je ressentais une forte pression pour être un modèle et parfaite. Mes bulletins scolaires devaient être excellents, ma chambre impeccable, et chaque erreur était accueillie avec déception plutôt que gentillesse. Cette disparité a eu un impact profond sur nous deux. Brooke a appris qu'elle pouvait presque tout se permettre, et je suis devenue farouchement indépendante et financièrement avisée, des qualités qui ont façonné ma vie d'adulte. Dès l'âge de 16 ans, j'ai travaillé à temps partiel dans une petite librairie, économisant chaque centime pour mes études. Mes parents ont promis de m'aider à payer une partie de mes frais de scolarité, mais j'ai dû contribuer davantage. Brooke a passé son adolescence à changer constamment d'intérêts et d'amis, sans jamais trouver de stabilité ni de discipline dans sa vie. L'université a été un tournant pour moi. J'ai intégré l'université de Boston grâce à une bourse partielle, travaillé 20 heures par semaine au café du campus, maintenu une moyenne de 3,9 et décroché des stages compétitifs chaque été. Ces années ont été épuisantes, mais précieuses, car j'ai appris à travailler dur, à gérer mon budget avec rigueur et à ne compter sur personne pour m'aider. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai dû faire face à un marché du travail difficile pendant la récession. Les postes de débutants en finance étaient rares, alors j'ai travaillé pendant 9 mois comme assistante administrative dans une compagnie d'assurance, tout en envoyant des CV partout. Les lettres de refus s'accumulaient, mais j'ai persisté et refusé d'abandonner. J'ai finalement décroché un poste d'analyste junior chez Morton Financial. Le salaire était bas, mais c'était l'opportunité que j'attendais. En 5 ans, j'ai gravi les échelons, passant de journées de 12 heures à des projets non souhaités, et me suis forgé une réputation de rigueur et de fiabilité. Lorsqu'un poste d'analyste senior s'est ouvert l'année dernière, j'ai été promu grâce à ma détermination et à la constance de mes performances. Cette promotion m'a valu une augmentation de salaire significative, suffisante pour m'acheter l'appartement de mes rêves, avec de grandes baies vitrées donnant sur la ville. Après des années de colocation, être propriétaire de mon propre appartement a été une immense joie. Ma discipline financière m'a permis d'accumuler des économies substantielles et d'obtenir un excellent score de crédit de plus de 820. Cela m'a permis d'accéder à de nombreux services de carte de crédit haut de gamme, difficiles à obtenir pour d'autres jeunes. Ma carte Excelsior Black est mon atout le plus précieux, avec une limite de crédit importante et des avantages exclusifs. Bien que j'utilise rarement cette limite, j'apprécie particulièrement cette carte pour la solidité financière et la réputation que j'ai bâtie au fil des ans. Pendant que je construisais ma carrière et mes finances, Brooke suivait un chemin très différent. Après le lycée, elle a suivi 3 filières différentes en 4 ans, sans en terminer aucune. La photographie, le marketing et la psychologie l'ont intriguée un temps, puis elle a abandonné ses études,
trouvant le travail difficile ou ennuyeux. Son parcours professionnel a suivi un schéma similaire, commerce de détail, restauration, administration, chaque activité ayant débuté avec enthousiasme, puis s'est transformée en arrêt maladie chronique ou en retard jusqu'à son licenciement. À ses yeux, aucune de ces pertes d'emploi n'était imputable à Brooke. Gestion difficile, horaires déraisonnables ou environnement de travail toxique. Ma famille a nourri ce point de vue en lui apportant un soutien régulier, en payant son loyer lorsqu'elle était fauchée, en lui achetant une nouvelle voiture lorsqu'elle a été saisie et en garantissant ses prêts immobiliers malgré ses antécédents d'expulsion. Ils appelaient ça « aider Brooke à trouver sa voie », mais je pensais que c'était encourager son mode de vie irresponsable. 6 mois avant le vol, Brooke avait été licenciée de son emploi dans le marketing pour être arrivée en retard au travail. La même semaine, son petit ami, Jake, l'a quittée après avoir découvert qu'elle avait menti sur leurs finances communes. Brooke est retournée vivre chez ses parents, s'enfermant dans un cycle de shopping en ligne et de sorties entre amis. L'argent semblait apparaître mystérieusement, même si elle était au chômage. Les dîners du dimanche chez ses parents devenaient de plus en plus tendus. Ma mère félicitait Brooke pour ses petites réussites, comme postuler à un emploi ou préparer un repas pendant la semaine, et mon père évitait de parler de l'énorme fossé qui nous séparait. Quand Brooke parlait d'un nouvel achat ou d'un voyage à venir, je le voyais grimacer avant de changer rapidement de sujet. Toute tentative de fixer des limites était interprétée à tort comme de la froideur ou un manque d'affection familiale. 3 semaines avant le cambriolage, j'avais refusé de prêter $2000 à Brooke pour acheter des vêtements de travail pour un entretien. Une violente dispute au dîner avait conduit ma mère à me traiter d'égoïste, à dire que j'avais beaucoup d'argent, que Brooke était la sœur et que nous devions nous entraider. Je lui ai dit que je l'aiderais autrement. L'aider à corriger son CV, m'entraîner aux entretiens, mais que je ne lui donnerais pas l'argent, car je perdrais tout. Brooke est partie en me traitant de sans cœur, et mes parents m'ont lancé ce regard familier. Pourquoi es-tu si difficile? Pourquoi ne cèdes-tu pas? En rentrant à l'appartement, j'ai ressenti cette solitude familière, ce sentiment que j'avais enduré toute mon enfance. L'aimer signifiait accepter d'être exploité, et quiconque ne le faisait pas était mauvais. J'étais loin de me douter que Brooke avait un plan en tête pour ma réussite financière, ma carte noire Excelsior, avec une limite de $15 000, que je conservais séparément des autres cartes. Cette carte n'était pas seulement de l'argent, mais le fruit d'années de gestion financière irréprochable. La veille du cambriolage, j'étais extrêmement stressé. Je terminais une importante présentation pour un client potentiel susceptible de rapporter des millions de dollars à l'entreprise. La pression était telle que j'ai eu du mal à dormir toute la semaine, ne dormant qu'environ 4 heures par nuit, comptant sur le café et ma détermination pour rester éveillé. À 19h30 précise, alors que je consultais mes documents pour la 5e fois, le téléphone a sonné. C'était Brooke, d'une voix inhabituellement faible. Hazel, je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai besoin d'un endroit où dormir ce soir. Tiffany et moi avons eu une grosse dispute, et je ne peux pas rentrer. Tiffany était la récente colocataire de Brooke, une fille qu'elle avait rencontrée par l'intermédiaire d'un ami commun 2 mois plus tôt. Je lui avais conseillé de ne pas rester chez moi pour éviter les ennuis. Pourquoi ne restes-tu pas chez tes parents? Ai-je demandé. Ils sont dans le Vermont pour le week-end. Je te promets de déménager demain matin, juste pour une nuit, a-t-elle supplié. J'ai hésité quelques minutes, sachant que j'avais besoin de dormir suffisamment pour être prêt pour ma présentation le lendemain matin à 9h, mais pensant que ce ne serait pas bon pour elle de dormir dans la voiture ou de passer du temps avec des amis, j'ai accepté. Je lui ai envoyé l'adresse par SMS et lui ai dit de sonner. Brooke est arrivée 45 minutes plus tard, portant un sac à dos trop grand pour une nuit. Ses yeux étaient un peu rouges, à cause de pleurs ou d'allergies, comme elle l'a dit. Elle m'a serré fort dans ses bras,
me remerciant chaleureusement de son aide. Nous avons mangé des nouilles simples que j'avais préparées à la va-vite. Brooke m'a raconté de manière incohérente sa dispute avec Tiffany, ses courses à faire ensemble et le port de vêtements de location dépareillés, que j'avais entendu dire inhabituel. Elle a balayé l'appartement du regard avec une expression que je ne reconnaissais pas. Pendant que je faisais la vaisselle, Brooke m'a demandé évasivement. « À quelle heure dois-tu partir travailler demain matin ?» J'ai répondu que je sortirais à 7h30 pour me préparer. « Tu es stressé? As-tu bien dormi ?» La question m'a surprise, car Brooke me posait rarement des questions sur ma santé. J'ai admis que j'avais du mal à dormir ces derniers jours et que je prenais des somnifères sur ordonnance, mais pas grand-chose d'autre. Alors que je faisais mon lit sur le canapé, Brooke m'a posé des questions étranges sur la sécurité du quartier. Était-il facile d'ouvrir la porte par ce temps humide? Chaque question semblait simple et distincte, mais s'enchaînait selon un schéma que j'étais trop fatigué pour reconnaître. Avant d'aller me coucher, je lui ai montré quelques affaires dans la salle de bain. Un verre, une télécommande, puis j'ai posé mon sac à main et mon portefeuille sur la table de chevet, une vieille habitude que je ne pensais pas à abandonner quand j'avais des invités, même si mon précieux porte-carte noir Excelsior était soigneusement rangé dans un petit sac. J'ai pris des somnifères, réglé mon réveil à 6h et je me suis endormi profondément, grâce aux somnifères et au manque de sommeil. D'habitude, je me réveille facilement au moindre bruit. Mais cette nuit-là, j'ai dormi si profondément que je ne m'en suis même pas rendu compte. À 2h précises du matin, heure qui allait plus tard constituer un indice important, Brooke sortit doucement de la pièce, tournant doucement la poignée de porte pour savoir si j'étais réveillé. Percevant une respiration profonde et régulière, sans aucun mouvement, elle ouvrit doucement la porte, me vit profondément endormi et se dirigea vers la table de chevet. Elle resta là 1 minute, s'assurant que je n'étais pas réveillé, avant de sortir délicatement son portefeuille de son sac à main. Brooke ferma la porte de la salle de bain et alluma la lumière tamisée. Dans son sac, elle trouva ce qu'elle cherchait, ma carte Excelsior noire. Elle la sortit, la prit en photo recto verso avec son téléphone, nota le numéro de carte à 16 chiffres, la date d'expiration et le code de sécurité, et prit une photo de son permis de conduire pour se souvenir de son adresse de facturation. Puis elle remit la carte à sa place. Mais ce n'était pas tout. De retour au lit, elle a pris mon téléphone qui était en charge à côté. Brooke a utilisé mon visage pour le déverrouiller grâce à la reconnaissance faciale, a rapidement désactivé les notifications susceptibles de m'avertir d'achat et a activé la transmission des codes de vérification sur son téléphone avant d'effacer toute trace. Ce faisant, je me suis légèrement retourné et elle s'est arrêtée brusquement, retenant son souffle tandis que je me rendormais, puis a délicatement remis mon téléphone sur le chargeur. Brooke est retournée au salon, utilisant son ordinateur personnel pour commencer une série de dépenses. En moins d'1 heure, alors que je dormais encore, Brooke a réservé 2 billets en classe affaires pour Tokyo pour elle et Olivia, notre cousine, avec un départ à 11h le jour même, pour un total de $6 000. Elle a réservé un séjour de 7 nuits au luxueux parc Hyatt Tokyo pour $3,500, puis a commandé en ligne pour $5,500 supplémentaires de marque japonaise haut de gamme. À 3h30, elle avait dépensé $15 000, soit la totalité de sa limite de crédit. Brooke avait parfaitement calculé son timing pour qu'aucune notification ne me réveille et avait préparé son départ avant même que je puisse réagir. Au petit matin, Brooke a fait ses valises, a écrit un mot. Urgent avec Tiffany, je dois partir. Merci de m'avoir hébergé. Bisous, Xob, et l'a laissé sur la table. Elle a quitté l'appartement à 5h15, 45 minutes avant mon réveil, et une voiture l'attendait pour l'emmener à l'aéroport, où Olivia l'attendait déjà avec ses bagages. Elle pensait avoir fait un travail parfait, mais non. Je me suis réveillée non pas à cause du réveil,
mais à cause du téléphone qui sonnait sans arrêt à 6h23. Une série de SMS annonçant que la carte Excelsior avait été approuvée pour $600 de transactions aériennes, $3 500 de séjour d'hôtel, $2 800 de shopping de luxe, $1 700 d'électronique, $100 de boutique de mode. Tout cela m'a tellement choqué que j'ai failli tomber du lit. Je n'avais jamais acheté de produits de luxe ni été au Japon auparavant. J'ai immédiatement appelé la ligne d'assistance téléphonique antifraude, en essayant de garder mon calme et en affirmant qu'aucune de ces transactions n'était de mon fait. Lorsque le représentant m'a demandé de confirmer les transactions suspectes, j'ai fouillé dans mon sac, sorti mon portefeuille et constaté que la carte noire était toujours en place. Comment avait-elle pu être utilisée si près de moi? Ils m'ont transféré au service des fraudes, et je me suis soudain souvenu de Brooke. Je l'ai appelé, mais l'appartement était silencieux, et je suis allé au salon, où j'ai trouvé un message et un canapé vide. Je l'ai appelé et lui ai envoyé un SMS, mais elle n'a pas répondu. J'ai contacté Tiffany, la colocataire de Brooke, et j'ai appris qu'elle ne s'était pas disputée et que Brooke avait dit que ma sœur séjournait chez ses parents pour aider aux tâches ménagères. Ce mensonge flagrant a confirmé mes soupçons. J'ai consulté les réseaux sociaux et j'ai vu que Brooke avait publié un selfie à l'aéroport avec la légende. Voyage surprise avec ma cousine Tokyo, classe affaires. La publication datait d'une demi-heure et le vol était à 11h le matin même. L'appel de mes parents a alourdi l'atmosphère. Ma mère a balayé l'affaire du revers de la main, nié, disant que Brooke n'avait pas pu faire ça et que la banque avait peut-être fait une erreur. Mon père est également intervenu, surveillant mon ton suspicieux, affirmant que je cherchais délibérément à nuire à notre relation. J'ai répondu. Papa, j'ai vu une photo de Brooke à l'aéroport avec ma carte. Mais mes parents ont continué à me dire que je ne devais pas juger si vite et que je m'étais peut-être trompé de mémoire à cause du stress. J'ai de nouveau pensé que c'était impossible. Les preuves étaient évidentes. Mais la protection inconditionnelle de ma famille m'a brisé. J'ai manqué une réunion importante parce que la panique m'empêchait de me concentrer. J'ai suivi chaque publication de Brooke sur Instagram, la regardant célébrer avec sa sœur leurs vacances onéreuses, et j'ai eu le cœur transpercé de 1000 aiguilles. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une trahison des plus profondes. J'ai appelé la police. L'agente Garcia m'a expliqué que les fraudes financières familiales n'étaient pas rares et que cette affaire était complexe car elle impliquait un proche. Puisque la carte était dans mon portefeuille, il s'agissait d'une usurpation d'identité, et non d'un vol physique. Elle m'a prévenu que ma famille pourrait faire pression pour que je retire ma plainte. J'ai accepté le risque pour me protéger. À la banque, le représentant des services de fraude était plutôt pessimiste. Les transactions avaient toutes été vérifiées par téléphone et donc considérées comme légitimes au départ. L'enquête pouvait prendre jusqu'à 90 jours. Je devrais effectuer le paiement mensuel minimum, ce qui représenterait un fardeau financier considérable, même si j'avais épargné. La colère montait en moi à l'idée que ma sœur profite d'un voyage de luxe pendant que je subissais les conséquences. Ma famille a continué à défendre Brooke. Ma mère disait qu'il pensait qu'elle avait gagné un concours en ligne et reçu une bourse de fin d'études de la famille d'Olivia. J'ai ri et demandé à ma mère quand Brooke avait déjà gagné un prix. Mon père lui a conseillé d'arrêter pour ne pas causer de problème. Mais pour moi, les preuves étaient trop évidentes pour être ignorées. J'ai reçu des messages de ma famille me reprochant d'être jalouse et de créer des problèmes, mais me conseillant aussi de consulter un avocat car l'affaire était grave. Après de nombreuses nuits blanches, j'ai compris que cette trahison n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi la façon dont ma vie avait été faussée par le favoritisme familial. Toutes les fois où mes parents avaient fermé les yeux sur le comportement blessant de Brooke, qu'il s'agisse de casser des jouets, d'ouvrir mes cadeaux en avance, de recopier mes devoirs ou d'être félicité pour sa créativité, tout cela m'est revenu dans une spirale de douleur et d'injustice.
Mon amie Stéphanie a été mon roc, toujours là pour moi, compréhensive et ne doutant jamais de moi. Elle m'a conseillé de tenir bon, affirmant que de nombreuses personnes subissent également des abus financiers de la part de leur famille. J'ai continué à rassembler des preuves, à préparer des documents et à les faire examiner par mon ami de la faculté de droit, Derek. Il a confirmé que j'avais de solides arguments pour porter plainte. La réunion de famille a été convoquée au retour de Brooke et Olivia dimanche, comme prévu. Je savais que mes parents les accueilleraient sans affrontement, alors je me suis préparée avec soin, apportant un dossier complet de preuves. Lors de la fête de bienvenue, j'ai fait sensation en voyant tout le monde me remarquer. J'ai exposé chaque élément de preuve avec le calme et la confiance d'un analyste. L'historique des transactions indiquant l'adresse IP de mon immeuble, les publications sur les réseaux sociaux correspondant à l'heure d'achat, l'email de confirmation de réservation envoyé à la messagerie Gmail de Brooke, la signature identique sur le ticket de caisse et la signature de l'analyste graphologique. J'ai ensuite diffusé la vidéo de surveillance de 2 heures du matin pour que tout le monde puisse la voir. Le visage de Brooke pâlit et elle tenta de rejeter la faute sur moi, affirmant que j'avais accepté qu'elle utilise la carte comme cadeau. Olivia prit la parole pour confirmer qu'elle avait été dupée lorsque Brooke lui avait annoncé que c'était un cadeau d'anniversaire. Dans le silence de la pièce, ma mère s'étrangla, et mon père fut choqué de découvrir la vérité. Pour la première fois peut-être, il reconnaissait les conséquences des actes de Brooke. Mais ma mère a insisté pour que je lui pardonne, affirmant qu'elle pouvait faire le ménage pour rembourser progressivement, tandis que je lui expliquais qu'elle n'avait pas d'emploi stable et qu'elle avait été épargnée à maintes reprises. J'ai demandé à la police d'accepter l'intégralité du dossier et j'ai souhaité engager des poursuites. Ce soir-là, mon père a finalement posé sa main sur mon épaule, des excuses tardives, mais la première étape du processus de guérison de la famille. Selon la décision du tribunal, Brooke devait rembourser la totalité des 15 000 $, être condamné à 2 ans de probation et à 200 heures de travaux d'intérêt général, et sa condamnation resterait inscrite à son casier judiciaire. Dans les mois qui ont suivi, ma famille a connu de profonds changements. Mes parents ont continué à protéger Brooke et à intervenir auprès d'elle du mieux qu'ils pouvaient, tandis que je gardais fermement mes distances, refusant de tolérer les soi-disant malentendus ou les erreurs ponctuelles. Ce furent les premières limites que j'ai établies dans ma vie. La façon détournée de Brooke de blâmer, de nier et de justifier n'était plus acceptée facilement. Olivia était probablement la moins responsable. Elle a payé tous les articles achetés avec l'argent frauduleux et a envoyé une lettre d'excuse sincère. J'ai accepté ses excuses et je l'ai rencontrée pour prendre un café à plusieurs reprises. J'ai entamé une thérapie, réalisant l'impact profond de mon histoire familiale sur ma vision des choses, mes émotions et ma santé mentale. Grâce à un groupe de soutien pour les victimes de violences financières conjugales, j'ai trouvé empathie et force intérieure. Stéphanie est devenue ma meilleure amie, me permettant de garder les pieds sur terre grâce à des brunchs dominicaux réguliers qui remplaçaient les dîners de famille conflictuels. Elle avait raison. Les limites que je fixais n'étaient pas seulement bénéfiques pour moi, mais aussi un cadeau pour Brooke. Elle pouvait en assumer les conséquences et véritablement grandir. Cet événement m'a également amené à me concentrer sur un nouvel emploi, la création de conférences d'éducation financière dans la communauté, avec un accent particulier sur la manière de prévenir la fraude d'identité, même par les membres de la famille. 6 mois après le procès, la famille s'est réunie pour Thanksgiving. La première fois, papa l'avait invité officiellement et avait mentionné que Brooke souhaitait me parler. L'ambiance était différente des précédentes. Brooke semblait décontractée, ayant trouvé un emploi administratif moins bien rémunéré que prévu, son casier judiciaire limitant ses perspectives. Elle tremblait et baissait la tête pour s'excuser auprès de tous, surtout de moi,
admettant avoir blessé toute la famille et trahi la confiance. Cette fois, il n'y avait plus de tromperie ni de faux pleurs dans sa voix, seulement un repentir sincère et l'acceptation qu'elle pourrait ne pas être pardonnée. J'accepte ces excuses, non pas comme une réconciliation immédiate, mais comme un point de départ vers un avenir meilleur qui pourrait restaurer la confiance. Les parents apprennent également à reconnaître leurs erreurs grâce au groupe de soutien familial. La soirée était tendue, les regards détournés, les mots maladroits, mais il y avait une honnêteté indéniable, un grand pas en avant après des années de déni et de dissimulation. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à l'extraordinaire parcours qui avait débuté par un vol de 15 000 $. La perte financière était considérable, mais la transformation que j'ai vécue au sein de ma famille a été plus précieuse que tout. J'ai trouvé ma voie, établi des limites claires et appris que je pouvais survivre malgré le rejet de ceux que je considérais autrefois comme ma famille. Parfois, la chose la plus précieuse que nous puissions recevoir est le courage de dire : voici ma réalité. Voici ma vérité. Voici ma valeur, et je ne laisserai personne la nier. Avez-vous déjà pris position lorsque votre famille vous a trahi et que personne ne vous croyait ? Ou avez-vous trouvé la force de tenir bon ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et si vous vous reconnaissez, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que ses limites comptent aussi. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont celles que l'on a avec ceux qui étaient autrefois chargés de nous protéger.